Hier soir, Donald Trump a annoncé qu'il avait annulé des frappes militaires planifiées contre l'Iran, parce qu'un accord venait, selon lui, d'être signé. Ce matin, la chaîne Fars News, proche des gardiens de la révolution iranienne, a publié un démenti. Téhéran dit qu'aucun texte n'a été approuvé, aucun mémorandum, rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et pourquoi est-ce que ça vous concerne, que vous soyez à Dakar, à Montréal, à Paris ou à Abidjan? C'est ce qu'on va regarder ensemble, pas les déclarations, les faits. Je m'appelle Justin Suzuki, je dirige America Today. Et avant d'aller plus loin, je dois être direct avec vous. Ce que je fais ici, c'est de l'analyse politique et économique indépendante à des fins éducatives. Ce n'est pas un conseil financier, juridique, ni en investissement. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Ceux qui attendent des certitudes de ma part sont sur la mauvaise chaîne. Ce que j'offre, c'est une lecture rigoureuse des données, et parfois, les données ne donnent pas de réponse nette. On va voir pourquoi aujourd'hui, c'est précisément le cas. Revenons au 11 juin 2026. Salle ovale. Trump devant des caméras, les mains enveloppées dans des bandages, personne n'a encore expliqué pourquoi. Il annonce, avec la solennité d'un chef d'État qui vient d'arrêter une guerre, « Nous avons un règlement formidable avec l'Iran ». Il parle d'une cérémonie de signature en Europe. Peut-être samedi, peut-être lundi. J.D. Vance serait présent. Le Dow Jones grimpe de 1000 points dans la foulée. Trump le signale immédiatement. Le marché aime ça, donc c'est une bonne décision. C'est littéralement l'argument qu'il utilise. Je veux qu'on s'arrête une seconde sur cette logique, parce qu'elle est révélatrice. Dire « le marché monte, donc la décision est bonne », c'est confondre une réaction émotionnelle à court terme avec une analyse structurelle. Les marchés ont bondi le 23 mars 2020, quelques semaines après le début du Covid. Est-ce que ça voulait dire que la pandémie était résolue? Non. Les marchés anticipent, surréagissent, puis corrigent. Utiliser le Dow comme baromètre de politique étrangère, c'est comme utiliser la météo de demain pour décider si vous construisez votre maison sur une plaine inondable. C'est un indicateur court terme. La géopolitique, elle, se joue sur des décennies. Mais il y a quelque chose de plus fondamental à comprendre ici. Ce que Trump appelle un accord, ce n'est pas un accord, c'est un mémorandum d'entente, un MOU dans le jargon diplomatique. Et même ça, c'est discutable. Selon des sources proches des négociations citées par Axios, le texte ne contient qu'un seul engagement ferme de l'Iran, ne pas chercher à acquérir l'arme nucléaire. Pour le reste, le sort des stocks d'uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, les sanctions américaines, tout ça, c'est renvoyé à une fenêtre de négociation de 60 jours. 60 jours pour résoudre ce que les diplomates du monde entier n'ont pas résolu en 20 ans. Et Trump lui-même l'a admis, involontairement, comme souvent. Un journaliste lui a demandé « Mais c'est juste un concept d'accord, non ?» Et Trump a répondu « C'est un mémorandum d'entente très solide qui est un peu conceptuel. Un peu conceptuel. Ce sont ses mots, pas les miens. » Je me souviens d'avoir suivi les négociations de Vienne en 2015, quand Obama avait finalisé le JCPOA avec l'Iran, l'Union européenne, la Russie, la Chine. J'étais à Paris à ce moment-là, dans une salle de rédaction, et j'avais passé la nuit à lire les annexes techniques de l'accord. Des centaines de pages de mécanismes de vérification, de calendriers précis, de seuils d'enrichissement définis à la décimale près. Ça avait pris 2 ans de négociations. À l'époque, certains disaient que c'était insuffisant. Peut-être. Mais au moins, il y avait un texte. Quelque chose qu'on pouvait lire, analyser, contester. Ce que Trump présente aujourd'hui, c'est une promesse verbale et quelques pages de principes généraux. Ce que les analyses de l'IRIS publiées ce matin même, le 12 juin 2026, montrent clairement, les négociations sont dans l'impasse depuis plusieurs semaines. Aucun des deux camps n'est prêt aux concessions nécessaires. L'Iran exige le dégel immédiat de 12 milliards de dollars d'actifs gelés à l'étranger avant d'entrer dans le vif du sujet. Washington refuse de front-loader les concessions financières, c'est-à-dire de payer avant d'obtenir des garanties concrètes sur le nucléaire. Résultat, on tourne en rond. Et pendant qu'on tourne en rond, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a publié un communiqué. L'Iran n'a pas encore pris de décision finale sur cet accord. L'agence de presse Fars, affiliée aux gardiens de la Révolution, est allée plus loin. Elle a rappelé que Trump avait annoncé un accord imminent 38 fois en 2 mois. 38 fois. Le chiffre vient d'eux. Je ne sais pas si c'est du cynisme ou de la précision, probablement les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces derniers mois? Parce qu'on ne peut pas comprendre le 12 juin sans remonter au 22 juin 2025. Il y a presque exactement 1 an. Les États-Unis lancent l'opération Midnight Hammer. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit, chargés de bombes anti-bunker GBU-57, les seuls capables de s'enfoncer à plus de 60 mètres sous la roche avant d'exploser, visent 3 sites, Fordo, Natanz, Isfahan, les sites nucléaires iraniens les plus critiques.
Quelques heures plus tard, l'Iran riposte avec des missiles sur la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Pas de victimes américaines, mais le signal est clair. Puis, en décembre 2025 et janvier 2026, des manifestations massives éclatent en Iran. L'économie s'effondre. Le rial iranien perd une valeur déjà fragile. Le guide suprême Khamenei est tué lors de frappes coordonnées américano-israéliennes fin février 2026. Un nouveau contexte s'ouvre. Un Iran sans Khamenei, affaibli, en proie à une crise économique et politique interne. C'est dans ce contexte-là que les négociations reprennent. Et c'est là que Trump parle de victoire. Mais voilà ce que les analystes ne disent pas assez clairement. Un pays affaibli signe des accords précipités. Et les accords précipités, historiquement, ne tiennent pas. Regardez les exemples. Je ne citerai pas de précédents exacts pour éviter le raccourci facile. Mais la logique est là. La pression maximale force une table. Elle ne garantit pas un accord durable. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. Maintenant, parlons de ce qui vous concerne directement. Depuis le 28 février 2026, les marchés de l'énergie ont vécu des semaines de turbulences. Le prix du Brent avait franchi les 85 $ le baril. Le gaz naturel européen avait bondi de 40% en quelques jours. Le détroit d'Ormuz, ce couloir de 33 km de large par lequel transite environ 1/5 du pétrole consommé sur la planète, était quasiment bloqué. Les primes d'assurance pour les tankers avaient triplé, certains très grands pétroliers payaient 250 000 $ de plus par transit. Pour l'Afrique subsaharienne, pour le Sénégal, pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, tous ces pays qui importent une large part de leur pétrole raffiné et de leurs produits dérivés, la hausse du Brent se traduit directement dans le prix à la pompe, dans le coût du transport, dans le prix des denrées alimentaires. Parce que tout ce qui se déplace sur la route ou dans les airs consomme du carburant. Et quand le carburant coûte plus cher, tout coûte plus cher. Je me souviens d'une conversation avec un entrepreneur au Sénégal, en 2023, lors d'une période de hausse des prix. Il m'avait dit quelque chose de simple, mais d'une précision absolue. Quand le golfe éternue, nous attrapons la grippe. C'était vrai avant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'annonce de Trump hier, même si elle est partielle, même si elle est contestée par Téhéran, a fait tomber le Brent. Trump lui-même en parle avec fierté. Le pétrole baisse, le marché monte. C'est réel. À court terme, c'est une bonne nouvelle pour les importateurs africains. Mais voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. La question n'est pas de savoir si le pétrole baisse aujourd'hui. La question est de savoir si cette baisse est structurelle ou conjoncturelle. Et là, les données sont moins rassurantes. Un MOU de 60 jours, c'est une trêve, pas une paix. Si dans 60 jours les négociations sur le nucléaire n'aboutissent pas, sur le sort des stocks d'uranium enrichi enfouis sous les décombres de Fordo et Natanz, sur les limites à la production de missiles, sur la fin du soutien iranien aux proxys régionaux, alors on recommence. Le cycle reprend, la tension remonte, et les prix avec. Il y a une chose que j'ai apprise en suivant la géopolitique du Moyen-Orient depuis plus de 20 ans, les feux se rallument toujours là où on a mis du bois mouillé pour les éteindre. Regardons maintenant la dimension nucléaire, parce que c'est là que la situation est la plus floue et donc la plus dangereuse. Trump dit que l'Iran a accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires, de ne jamais en acheter ni en développer. Il le répète avec emphase. In any way, shape or form. Ce sont ses mots de la veille. Mais le problème, c'est que les sites de Fordo et Natanz ont été bombardés. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a confirmé des dégâts considérables. Et l'uranium enrichi qui était stocké là, notamment à des niveaux proches de 90%, le grade militaire, se trouve maintenant sous des tonnes de roches et de béton. Trump lui-même admet que ces B2 l'ont enfouvi encore plus profondément. Ce matériau n'a pas disparu, il est là, inaccessible pour l'instant. Et le MOU prévoit que des inspecteurs de l'AIEA devront aller sécuriser ce qu'on appelle, je cite Trump, le nuclear dust, la poussière nucléaire. Permettez-moi d'être précis. Les renseignements américains officiels n'ont jamais confirmé que l'Iran possédait une arme nucléaire. Ce qu'ils disaient, c'est que l'Iran cherchait à être au seuil, threshold, de la capacité à en construire une. C'est une nuance fondamentale. Être au seuil, ce n'est pas avoir la bombe, c'est avoir la connaissance, les matériaux, les infrastructures nécessaires pour l'assembler en quelques semaines si la décision politique est prise. Cette capacité-là, les frappes de juin 2025 l'ont peut-être retardée de 2 ans, peut-être de quelques mois. Les évaluations divergent radicalement selon les sources. Ce que je sais, et ce que personne ne peut nier, un régime qui a survécu 40 ans de sanctions, 2 révolutions, une guerre contre l'Irak, des frappes sur ses infrastructures,
Un tel régime ne renonce pas à sa carte de sécurité stratégique sur la base d'un mémorandum de 60 jours. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une lecture froide de la logique de survie institutionnelle. Il y a une autre dimension que j'aimerais aborder, celle qu'on oublie souvent dans les analyses occidentales. Le nouveau guide suprême iranien, quel qu'il soit, doit se positionner face à sa propre population, face aux gardiens de la révolution, face aux ultra-conservateurs qui voient dans chaque concession une trahison. Rappelons que les agences de presse affiliées aux gardiens de la révolution ont déjà publié des démentis cinglants sur cet accord. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a, à Téhéran, des factions qui ne veulent pas de cet accord, ou pas à ces conditions, et que le nouveau leadership doit composer avec ses forces internes avant de pouvoir signer quoi que ce soit. Comprendre l'Iran, c'est comprendre que le pouvoir n'est pas monolithique. Jamais. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, et je précise que c'est mon analyse, elle peut être fausse. Je pense que nous allons avoir une signature partielle dans les prochains jours. Un texte qui ressemble à un accord, qui en a l'apparence, qui permettra à Trump de tenir une conférence de presse triomphante en Europe. Et je pense que ce texte sera suffisamment vague pour que chaque partie puisse le présenter comme une victoire chez elle. C'est ce qu'on appelle, en diplomatie, un accord constructif ambigu. Ce n'est pas péjoratif. Parfois, c'est la seule façon d'avancer quand les positions sont trop éloignées. Le JCPOA de 2015 contenait lui aussi des zones d'ombre qui avaient été délibérément laissées floues. Mais voilà où ça devient critique pour vous, pour nous, pour l'Afrique francophone. La vraie négociation commence après la signature, dans les 60 jours qui suivent. Et c'est là que tout peut dérailler, ou se consolider. Si vous suivez cette chaîne depuis quelque temps, vous savez que je ne donne pas de prédictions sur des événements aussi volatiles que celui-ci. Ce que je fais, c'est vous donner les outils pour lire les signaux vous-même. Et les signaux aujourd'hui disent « restez attentifs ». Ne fêtez pas la paix avant qu'elle soit signée. Et même après la signature, gardez un œil sur les 60 jours qui suivent. Je veux finir sur quelque chose que la vidéo source de cette analyse, une vidéo américaine, commentaire politique, soulève sans vraiment le dire. Il y a une tension profonde entre la façon dont la politique est communiquée et la réalité de ce qu'elle produit. Trump annonce 38 fois un accord. Les marchés réagissent, les populations se font une idée. Et puis les faits arrivent, plus lentement, plus silencieusement, sans conférence de presse. Ce décalage-là, entre la communication politique et la réalité géopolitique, c'est exactement ce que cette chaîne existe pour combler. Pas pour vous dire quoi penser, pour vous donner ce que la plupart des médias grand public n'ont ni le temps ni l'intérêt de vous donner, la profondeur. Bon, pour résumer, Trump a annoncé l'annulation de frappes militaires contre l'Iran et parle d'un mémorandum d'entente. Téhéran conteste qu'un texte final ait été approuvé. Le MOU, tel qu'il circule dans les couloirs diplomatiques, prévoit 60 jours de trêve et de négociations sur le nucléaire. L'Iran demande 12 milliards de dollars d'actifs dégelés avant d'entrer dans les détails. Washington refuse d'avancer l'argent sans garantie nucléaire concrète. Le Brent a baissé à l'annonce. Bonne nouvelle à court terme pour les importateurs africains. La question qui reste ouverte, est-ce que ces 60 jours produisent quelque chose de solide, ou est-ce qu'on repart pour un nouveau cycle de tension dans 2 mois? Je n'ai pas la réponse. Personne ne l'a pour l'instant. Et ceux qui vous disent qu'ils l'ont, méfiez-vous. Ce que je vous propose, c'est de revenir ici dans quelques jours. Parce que les prochaines 72 heures vont être déterminantes. Est-ce qu'une signature a lieu en Europe ce week-end ou non? Est-ce que le nouveau guide suprême iranien endosse publiquement ce texte? Est-ce qu'Israël, qui n'est pas parti au MOU, mais dont l'accord tacite est indispensable, signale son soutien ou son opposition? Ces 3 questions, je vous les pose maintenant. Gardez-les en tête. Les réponses vont arriver vite. Si cette analyse vous a été utile, pas parce qu'elle vous a dit ce que vous vouliez entendre, mais parce qu'elle vous a donné quelque chose à vérifier par vous-même, alors abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, pour ne pas rater la suite. L'histoire ne s'arrête pas quand Trump quitte la salle ovale, elle commence. Et si vous êtes sur YouTube en ce moment, il y a un lien en description vers nos analyses précédentes sur le détroit d'Ormuz et la guerre Iran-USA. Tout ce dont vous avez besoin pour avoir le contexte complet est là, structuré, disponible. Une dernière chose, je me trompe parfois. J'avais dit que les négociations de Mascate étaient vouées à l'échec dans les semaines qui suivaient. Elles ont continué pendant 4 mois. Je l'avais dit ici, et je l'ai reconnu ici aussi. Je vous dis maintenant que l'incertitude est réelle, que mes analyses sont basées sur les meilleures données disponibles, et que vous devez croiser ce que vous entendez ici avec d'autres sources. C'est ça, lire le monde sérieusement.